Guerre en RDC. Quand les multinationales et les puissances étrangères profitent du chaos. La République démocratique du Congo est l'un des pays les plus riches en ressources naturelles au monde. Pourtant, cette richesse est aussi une malédiction. Depuis plusieurs décennies, l'Est du pays est le théâtre de conflits meurtriers alimentés par des enjeux géopolitiques et économiques, notamment liés à l'exploitation des minerais stratégiques. En fait, cette région est hyper riche en minerais, ressources naturelles, notamment le cobalt et le coltan. Ce sont des minerais essentiels pour les multinationales européennes qui servent entre autres pour les smartphones, les batteries, mais qui sont aussi utilisés dans l'industrie de la défense, dans la transition verte, l'aéronautique. Et donc le Kivu contient 60% des réserves mondiales de coltan à lui tout seul. Imaginez-vous l'importance stratégique de cette région. En d'autres mots, la guerre, les massacres, la déstabilisation à l'est du Congo arrangent bien ceux qui veulent voler les richesses naturelles, les matières premières du Congo. Le Rwanda a en réalité des velléités expansionnistes, avec comme intérêt principal l'appropriation de nos minerais. Et pour ce faire, il s'active à déstabiliser l'Est du Congo pour créer une zone de non-droit en vue d'assouvir ses appétits criminels. L'un des principaux acteurs de cette guerre est le mouvement du 23 mars appelé M23, un groupe rebelle principalement composé de Tutsis congolais, mais bénéficiant d'un soutien avéré du Rwanda. Ce conflit met en lumière l'implication des multinationales et des puissances étrangères qui, par leur achat de minerais ou leur vente d'armes, entretiennent un cercle vicieux de violence. Ces dirigeants du M23 et la majorité de leurs combattants sont venus d'Ouganda, où ils s'étaient réfugiés. Ils se sont enfuis après avoir résolu le problème en 2012 et 2013, lorsque ces personnes s'étaient déplacées en Ouganda et que d'autres sont arrivés ici. Le M23, officiellement composé de Congolais, ne sert pas les intérêts de la RDC, mais plutôt ceux du Rwanda, voire de l'Ouganda. Plusieurs rapports, notamment de l'ONU et d'ONG internationales, ont mis en évidence le soutien militaire du Rwanda, Kigali fournit par le M23 des armes, des munitions et même des soldats. L'implication du Rwanda ne fait plus aucun doute. Ne soyons pas naïfs. Vous n'avez qu'à lire les rapports du Conseil de sécurité, photos et documents à l'appui. La question ne se pose même plus. Je ne pense même pas que les Rwandais eux-mêmes le nient. Alors, pour la question des implications et surtout sur le plan diplomatique, il faut dire ici très clairement que la question des ressources minérales du Congo est tout à fait centrale. Oui, absolument. Selon moi, parce que j'ai été dans la région plusieurs fois, dans les zones libérées, je n'ai pas vu de Rwandais sur place, je n'ai vu que des Congolais. Donc, je n'ai pas de preuves tangibles. Les preuves qui sont fournies ont été fournies pas sur place, mais par des personnes qui ont fait usage de satellites qui, on le sait, ne sont pas aussi fiables que cela. Néanmoins, cela étant dit, je pense que le Rwanda a toutes les raisons et justifications de s'impliquer dans ce conflit pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les FDLR, comme je le disais, sont là-bas depuis 30 ans. Ils n'ont pas seulement été réintégrés dans le gouvernement actuel, mais ce même gouvernement a lancé des menaces de mort au président Kagame plusieurs fois. Il y a ensuite il y a une distance très courte entre, dans ce cas-ci, donc la région du Rubavu, Gisenyi et Goma, où les attaques ont été nombreuses par les FDLR déjà depuis 2021, mais aussi un gouvernement qui menace directement un président, donc en l'occurrence président Kagame. Il y a ici des justifications pour avoir au moins ce qu'ils appellent le système préventif ou les mesures préventives de défense. Le M23 contrôle des zones riches en coltan, or et tungstène, mais ces minerais sont vendus au Rwanda qui les réexporte sous son propre label.
ce n'est pas ailleurs au Congo que l'on se bat ou que l'on se dispute, eh bien c'est bien dans cette région très minière qui a beaucoup de richesses, des richesses qui marchent très bien dans la globalisation actuelle, surtout avec des matériaux dont on a besoin pour les nouveaux appareils que nous utilisons tous, nos tabloïds, nos téléphones, nos télévisions, etc. En maintenant l'instabilité en RDC, le Rwanda et l'Ouganda assurent un approvisionnement quasi gratuit en ressources minières qui leur revendent à des multinationales. La rébellion du M23 est un problème purement congolais et il revient aux autorités de la RDC d'en prendre l'entière responsabilité. Quand le M23 est arrivé dans le village, nous avons entendu des coups de feu. 2 enfants sont sortis, ils ont été tués. C'est comme cela que nous avons tous pris la fuite. L'un avait 18 ans et l'autre 10. De nombreuses entreprises internationales sont accusées d'alimenter le conflit en achetant des minerais extraits illégalement par des groupes armés. Parmi elles, Glencore, une entreprise suisse impliquée dans l'exploitation du cuivre et du cobalt en RDC avec des accusations de corruption et de non-respect de droits humains. Selon le site en ligne belge Grezia. Ensuite, Trafigura, encore une autre entreprise suisse, négocie avec des mineurs artisanaux et accusée d'acheter des minerais issus des zones en conflit. Confère Jeune Afrique. Il y a un autre grand groupe chinois, Xinjiang Mining Group, qui collabore avec la Gécamine, mais des rapports dénoncent des abus sur les travailleurs et des pollutions environnementales selon Amnesty International. Il y a aussi l'ITSI, Initiative pour la traçabilité de l'étain, un programme censé garantir l'origine légale des minerais, mais qui a été accusé de blanchir des minerais de conflit, selon globalwitness.org. C'est qu'évidemment, ce n'est pas que le Rwanda, ce n'est pas qu'une question entre Congo et Rwanda, c'est que le Rwanda reçoit le soutien de l'Occident, des États-Unis, mais aussi de l'Europe. Chaque année, l'Union européenne offre par exemple des dizaines de millions d'aides à l'armée rwandaise. La Pologne a même promis toutes les armes, toutes les technologies militaires dont le régime aurait besoin. Et dans le cadre du programme Global Gateway, l'Europe a promis des investissements de 900 millions au Rwanda. Et cerise sur le gâteau, en février 2024, l'Union européenne a signé un protocole d'accord privilégié sur les matières premières avec le Rwanda. Et cela tandis que nous savons que le Rwanda va voler des matières premières au Congo. La Commission européenne, en fait, a été signé cet accord et a encouragé le Rwanda à piller, à intensifier le pillage des richesses congolaises. L'ONU a documenté plusieurs cas de violation d'embargo sur les armes de la RDC. Ces armes proviennent souvent via des réseaux mafieux et des États complices, des fournisseurs occidentaux et asiatiques qui vendent officiellement aux armées régulièrement, mais dont une partie finit entre les mains des groupes armés. D'anciens stocks militaires de pays de l'ex-URSS revendus par des intermédiaires douteux. Le pillage des ressources et la guerre ont des effets catastrophiques. Des milliers de morts et des déplacés chaque année. Un enrichissement des pays voisins, notamment le Rwanda et l'Ouganda, au détriment du peuple congolais. Une corruption généralisée empêchant toute politique de développement. Tant que l'exploitation des minerais congolais sera aux mains des groupes armés et des multinationales sans éthique, la paix en RDC restera un mirage. Des initiatives internationales comme la loi Dodd-Frank aux États-Unis tentent d'imposer une traçabilité des minerais, mais elle reste insuffisante face aux intérêts économiques en jeu. Pour sortir de ce cycle infernal, il faudra une volonté politique forte, à la fois en RDC et à l'échelle internationale pour imposer des sanctions contre les États complices, une transparence totale sur la chaîne d'approvisionnement des minerais et un soutien réel aux institutions congolaises.